Les ovnis, vous en avez forcément déjà entendu parler. Mais savez-vous que ces phénomènes semblent particulièrement liés à un sujet brûlant, le nucléaire? Depuis les années 40, des témoignages de militaires, des données radars et même des preuves matérielles relient ces apparitions à nos sites stratégiques les plus sensibles. Pourquoi? Pourquoi des ovnis survolent-ils nos centrales et bases nucléaires? Et depuis quand? Dans cette petite enquête, nous allons rappeler quelques faits, certaines preuves et les hypothèses afin de comprendre ce que ce mystère dit de nous, de notre rapport à la technologie et à la planète. Mais pour commencer, existe-t-il des preuves tangibles de survol d'ovnis au-dessus des sites nucléaires? Eh bien oui, depuis les années 40, des incidents intrigants ont été rapportés aux quatre coins du monde. Moi j'ai une théorie assez tranchée sur le sujet. J'estime que le phénomène ovni, parfois, n'attend même pas que la bombe nucléaire explose pour apparaître, et que finalement les décisions politiques, stratégiques le stimulent également. Je m'explique. Il y a eu une rencontre entre Henry Wallace, le vice-président de l'époque, Roosevelt et puis Vannevar Bush, donc ce fameux ingénieur américain qu'on va retrouver dans toutes les études autour des ovnis dans les années et les décennies qui vont suivre. Et donc ils ont décidé à la fin de l'année 41 de mettre en place le projet Manhattan. Et ils ont découvert donc que l'uranium pouvait être la source de bombes la plus puissante que la Terre ait connue. Et donc je suppose que suite à cette décision stratégique, politique, qui va impacter le monde quand même, de faire exploser la première bombe atomique, on sait que c'est irréversible, qu'on ne peut pas aujourd'hui nettoyer la radioactivité. Et donc, pour moi, l'incident de Los Angeles qui a lieu le 24 février 1942 est une conséquence de cette décision-là. C'est-à-dire qu'on a un objet, ou plusieurs objets, on ne sait pas, qui traversent le ciel de Los Angeles et qui survolent les sites militaires et stratégiques. On a le Fort MacArthur, on a Santa Monica, Long Beach, on a de nombreux lieux qui sont survolés par cet ovni. Et la DCA s'active, 1400 obus qui sont tirés et on ne réussit pas à l'abattre. Plusieurs hypothèses. Les Japonais, c'est impossible parce qu'ils n'ont pas de ravitailleurs pouvant les emmener bombarder Los Angeles, de ravitailleurs assez proches. Ça ne peut pas être un avion civil, puisqu'en 1974, le Freedom of Information Act a émis l'hypothèse que ça pouvait s'agir d'un avion civil qui venait tenter de perturber le système de l'aviation américaine. Et puis on a une autre hypothèse qui est celle des nerfs à vif, puisqu'on est quelques mois avant Pearl Harbor, et donc les Américains ont la peur d'une attaque sur leur sol. Et donc pour moi, on est face à un phénomène qui est d'origine exogène, qu'on n'a pas réussi à abattre et qui était là pour nous envoyer un message. Donc, après la vague des dirigeables de 1896-97, la bataille de Los Angeles est la deuxième grande vague d'observation de masse au-dessus des États-Unis et qui a eu lieu en 1942. En 1947, Kenneth Arnold, un pilote civil, observe 9 engins à haute vitesse près du mont Rainier, dans l'État de Washington. Et quelques semaines plus tard, une vague d'observation secoue les bases nucléaires américaines, notamment celle de Oak Ridge, un haut lieu de recherche atomique, où des engins non identifiés sont repérés à plusieurs reprises. Coïncidence? Sans doute pas, car entre 1947 et 1952, ce sont 37 apparitions documentées qui seront faites au-dessus des complexes d'Oak Ridge, de Clarksville et de Sandia. En 1967, un des cas les plus troublants se produit à la base de Malmstrom, dans le Montana. Des objets lumineux apparaissent au-dessus des silos à missiles nucléaires et résultat, 10 missiles intercontinentaux deviennent simultanément inopérants. C'est ce qu'on appelle un état no-go. Et Robert Salas, un officier de lancement à l'époque, témoigne publiquement des événements, confirmés depuis par des données déclassifiées. Concernant le nucléaire, j'ai eu la chance de rencontrer Robert Salas, en fait, qui était à Maelstrom. Et j'ai passé 2 jours avec Robert Salas. Et il m'a raconté en détail absolument ce qui s'est passé ce jour-là. Ces missiles désactivés les uns après les autres, en situation de no-go, comme ils disent. Et le lire, c'est-à-dire prendre conscience entre les pages d'un livre, mais avoir en face de soi un témoin, quelqu'un qui... c'est une personne absolument magnifique, Robert Salas, c'est un homme vraiment très étonnant. C'est une approche très différente, vraiment. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était un événement qui avait changé sa vie, qui l'avait complètement bouleversé. Mais vraiment. Et il le formulait de façon assez claire, mais même il n'avait pas besoin de le formuler. C'est-à-dire que
C'est un homme qui est devenu très attentif à l'autre et qui maintenant a une démarche totalement spirituelle, ce qu'il n'avait pas. C'est une chose qui m'a beaucoup marqué et c'est une chose qui me marque beaucoup avec les témoins. C'est-à-dire qu'une grande partie des témoins que j'ai la chance de rencontrer, je me rends compte que leur vie est bouleversée lorsqu'ils font une grande observation. Concernant Malmström, c'est un cas intéressant, puisqu'à l'époque, ce site abritait des silos nucléaires. On avait des fameux missiles à ogive nucléaire, les Minuteman, dont personne ne connaissait l'existence, même pas les Russes, paraît-il. Donc l'observation d'OVNI qui s'est produite là-bas a désactivé ces missiles. Et on avait à l'époque comme témoin Robert Salas, qui était quand même un haut gradé et qui a témoigné et qui continue de témoigner aujourd'hui sur ce qu'il a vu sur cette base militaire. Et donc ce qui est intéressant aussi sur ce cas-là, c'est qu'à chaque fois que l'aviation, comme pour le cas de la base de Minot, tente d'aller intercepter le phénomène, et comme pour les apparitions de Washington également, le phénomène disparaît et se joue des pilotes de chasse qui essayent de le chasser. Et donc au moment où les pilotes reviennent à leur base, le phénomène réapparaît. Donc il y a une sorte de jeu qui se met en place. Et donc ce qui est intéressant effectivement, c'est que le phénomène OVNI a montré sa puissance en désactivant des missiles face à la grandeur des militaires américains, du complexe militaro-industriel. Et aussi a mis en lumière, il a montré qu'il était le seul à savoir que des missiles intercontinentaux se trouvaient dans cette base. Et c'est là où c'est intéressant. Robert Hastings, l'un des chercheurs les plus éminents au monde sur le sujet, déclare même qu'en novembre 1975, des radars militaires américains captent une nouvelle fois jusqu'à 9 ovnis près de cette même base aérienne de Malmström. Mais dans la nuit du 25 au 26 décembre 1980, c'est au Royaume-Uni qu'une désormais célèbre affaire va éclater dans la forêt de Rendlesham, près d'une base militaire américaine abritant des armes nucléaires. Alors ce qui est intéressant à Rendlesham, effectivement on a eu plein de cas, des témoignages au sol, on a eu aussi des témoignages radars qui ont été découverts il y a quelques années de cela. Donc c'est un cas assez solide où on avait une partie anglaise et une partie américaine de la base. Sauf que l'observation a eu lieu du côté américain. Et donc pour moi la leçon de Rendlesham, c'est que l'OVNI a mis en lumière le fait que les Américains possédaient dans le territoire anglais et de manière non autorisée des missiles à ogive nucléaire. Et à l'époque, ça avait créé un incident diplomatique malgré la proximité entre les Anglais et les Américains. Les archives soviétiques, déclassifiées dans les années 1990, ont aussi révélé plusieurs incidents impliquant des observations d'OVNI au-dessus de sites nucléaires. Et il faut savoir que des rapports existent également en Inde, alors on peut dire que tous ces incidents sont un peu trop nombreux pour être ignorés. D'ailleurs, le docteur Donald Johnson et l'ancien directeur du GEPAN, Jean-Jacques Velasco, ont révélé des statistiques plutôt étonnantes. Ce que confirme Michael Vaillant, expert data et consultant du GEPAN. L'approche que j'ai utilisée, elle est assez unique dans la mesure où elle utilise les données du GEPAN, donc qui sont une source officielle d'une part, et d'autre part qu'elle utilise des mathématiques spatiales. Et c'est un exercice qui, je pense, n'avait jamais été encore réalisé pour essayer effectivement de débruiter l'information dans l'espace concernant les données sur le nucléaire et de voir s'il y a vraiment une corrélation. Et en particulier, nous avons utilisé en covariable environnementale les observations de type A. Alors pour rappel, les observations de type A pour le GEPAN, ce sont les phénomènes qui ont été expliqués après enquête. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire il y a peut-être plus de témoins autour des centrales ou des sites nucléaires parce que tout simplement il y a des gens qui fantasment. Ils voient des centrales et ils peuvent se poser des questions. Et en fait, ils vont témoigner, tous ces gens-là, mais ils ne savent pas comment leur cas va être classé, parce qu'il y a des enquêteurs qui travaillent et qui, au final, vont dire est-ce que ce cas est un cas qui résiste, c'est un cas de type D, un cas inexpliqué, ou est-ce que ce cas est vraiment explicable. Or, si c'était du fantasme, il y a fort à parier qu'autour des centrales ou des sites nucléaires, on aurait beaucoup de cas A. Et donc, en mettant les cas de type A dans l'étude, on a permis d'avoir une forme de vérification, thermomètre, pour se dire est-ce qu'il y a plus de cas A aussi autour des sites nucléaires? Ben, pas du tout, en fait, il n'y a aucune corrélation. Et ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a pu éliminer l'aspect psychosocial. Et on parlait de phénomène qui serait un phénomène qui est là pour nous apprendre de sa présence, superviseur d'une certaine façon.
on voit bien que là, le phénomène, il est social, il est psychosocial, mais il n'est pas endogène, il ne vient pas des gens. Il y a plus de phénomènes inexplicables autour des centrales nucléaires, de fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, au travers de l'étude, on a démontré qu'il y avait aussi plus de phénomènes autour des sites pollués. Et alors, cette double information est aussi très intéressante sur le plan, j'ai envie de dire, de la pensée des intelligences qu'il pourrait y avoir derrière. Au sens où cela correspond à ce qu'on pourrait imaginer, une intelligence qui va, entre guillemets, alerter ou être présente là où il y a ce qu'on appelle les risques systémiques environnementaux, c'est-à-dire des risques graves qui pèsent sur l'environnement. On avait plus de phénomènes inexpliqués dans le nord de la France. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans le nord de la France. Il y a eu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des milliers, des centaines de milliers de tonnes de bombes qui ont été lâchées dans les sols. Et ça correspond à ce qu'on appelle la zone rouge. Et la zone rouge, c'est une zone qui a été tellement bombardée qu'il n'y avait plus un arbre debout, et où les polluants sont rentrés dans le sol. Les polluants des bombes ont fini par se relâcher au bout de dizaines d'années. Et cette pollution ensuite irrigue à la fois vers le nord de la France et vers la Belgique, puisqu'il s'agit du même bassin hydrographique. Et on a des observations, on a une vague belge en Belgique, et on a des observations aussi dans ces zones-là qui correspondent à des phénomènes qui ont été par exemple stationnaires autour de zones d'eau. Et voilà pourquoi on a mis aussi les zones d'eau dans l'étude. Plus récemment, entre 2014 et 2015, 17 centrales nucléaires françaises sont soudainement survolées de nuit par des objets non identifiés. Greenpeace, habitué à des opérations spéciales pour dénoncer le nucléaire, s'est complètement dédouané en affirmant qu'elle n'était pas responsable ici et a même exigé des réponses, sans succès. Et en 2018, d'autres phénomènes sont signalés au-dessus de la célèbre centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. Donc on a effectivement des drovnis puisqu'on ne les a jamais filmés, et c'est là où c'est intéressant puisque EDF n'a jamais porté à notre connaissance, ni celle du public, ces fameuses vidéos où ce serait soi-disant des drones. Alors on a des drovnis qui survolent une grande majorité des centrales nucléaires françaises au même moment et pendant la même durée. Et on sait qu'en termes de prouesse technologique, à cette époque-là, c'était assez compliqué. Même si tout est possible, on peut tout envisager, mais on sait aujourd'hui que c'est compliqué. Moi, l'hypothèse que je défends par rapport à ce cas-là, c'est qu'ils étaient là pour, entre guillemets, mettre en lumière les défaillances de notre système de protection des centrales nucléaires. Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, la France était en pleine menace terroriste. Donc on avait tous peur des attentats, etc. Et je me souviens bien d'une émission qui m'a beaucoup marqué, qui était sur RMC avec Jean-Jacques Bourdin, donc tôt le matin, où on avait un expert d'EDF qui venait parler et qui disait, vous savez, cette vague qui s'est produite au-dessus des centrales a eu un effet positif, c'est qu'elle a mis en lumière toutes nos failles et que peut-être que grâce à elle, on va éviter un attentat terroriste de grande ampleur. Et je partage totalement les affirmations de ce monsieur. Et pourquoi ce cas est aussi intéressant, c'est parce qu'il y a eu une omerta. On sait aujourd'hui que le directeur de la centrale du Blayais a dit publiquement dans un journal local que ce qu'il a vu, ce n'était pas des drones, mais que c'était bien des ovnis. Et c'était le directeur de la centrale du Blayais. Ces survols posent ainsi une question essentielle. Pourquoi les ovnis semblent survoler régulièrement les installations nucléaires? Mais avant de se poser cette question, rappelons ce que nous savons sur la nature des ovnis. Ils effectuent des accélérations et des virages instantanés qui défient les capacités des technologies terrestres. Ils génèrent des perturbations radar ou électromagnétiques qui ne correspondent pas à nos équipements. Et malgré leur performance aérodynamique, ils ne génèrent pas d'ondes sonores correspondant à leur mouvement. Donc on parle vraisemblablement d'une technologie non humaine qui nous ouvre sans doute à un nouveau paradigme et à une forme de multidimensionnalité de la réalité. Si vous avez besoin d'en être convaincu ou d'en savoir plus, allez voir notre odyssée à ce sujet. C'est un parcours initiatique en plusieurs étapes avec des heures de ressources, de vidéos et de podcasts. Le lien est en description. Alors pourquoi ces objets et ces êtres venus d'ailleurs survolent-ils nos centrales? On peut élaborer deux hypothèses principales. La première, les ovnis pourraient simplement étudier nos technologies avancées par curiosité. On pourrait imaginer une forme de collecte d'informations
comparable à notre propre exploration spatiale. Je pense que le tropisme entre le phénomène et le nucléaire, pour moi, est indéniable. Ce qui m'a le plus convaincu, c'est l'histoire du rapport Lapace. Voilà, ce rapport Lapace qui, commandité par le Pentagone à l'époque, va en fait, Lincoln Lapace va mener une enquête, il va se rendre compte que tous les lieux qui sont militaires qui sont survolés par des aérolites, ils appellent ça des aérolites à l'époque, hein, des ovnis, sont les lieux secrets du nucléaire. Enfin, c'est fou, c'est Roswell, c'est Killeen, c'est Alamogordo, c'est Trinity, enfin, c'est vraiment tous les lieux liés au développement de la triste bombe à fission. C'est-à-dire, je fais une démonstration souvent quand je fais une conférence, c'est-à-dire que je prends vraiment une carte des États-Unis et je leur montre le rapport Lapace en leur disant voilà, vous prenez une punaise rouge, vous posez à tous les endroits, n'importe quel belligérant. Un Russe à l'époque aurait eu le rapport Lapace en main, il connaissait tous les lieux secrets. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la démonstration. On l'a vu, nous, avec nos drovnis, hein, on les appelle les drovnis. Ces énormes drones, grands comme un stade de football, pour Fessenheim, je crois, qui ont survolé nos centrales nucléaires. Enfin, c'est fou quand même d'avoir le journal de 20 h et on vous dit, vous avez un speaker qui vous dit « Oh, mais ne vous inquiétez pas, tout est en ordre, aucun problème. » En ordre, on sait que les centrales nucléaires sont des territoires archi-surveillés, aucun survol n'est permis. Et ils ont été survolés, mais vraiment massivement. On a vécu vraiment des survols massifs, hein, une époque. Et toujours, moi, je suis originaire du Sud, entre Toulon et Hyères. Toulon, on a nos sous-marins. Chaque fois que je vais à Toulon, j'ai toujours des témoins qui me racontent des observations. Il y a toujours quelque chose lié au nucléaire. Pour la seconde théorie, sans doute la plus répandue, les ovnis surveilleraient ces armes nucléaires en raison de leur potentiel destructeur. C'est pourquoi les témoignages d'ovnis seraient accentués depuis les premiers essais atomiques. En substance, le message pourrait être « Attention les gars, vous jouez avec le feu » alors qu'une guerre nucléaire affecterait non seulement la Terre, mais potentiellement d'autres systèmes dans l'univers. Mais une question demeure, pourquoi ne sont-ils pas intervenus lors des catastrophes que nous connaissons ? Il faut quand même noter qu'après l'explosion de Tchernobyl en 1986, plusieurs techniciens auraient rapporté avoir vu une sphère lumineuse stationnée au-dessus du réacteur endommagé. Et étrangement, les radiations auraient diminué juste après cet événement, comme si une intervention externe avait eu lieu. Alors effectivement, à Tchernobyl, on a eu une montée en puissance du réacteur 4 de la centrale, et donc a créé la fusion du cœur nucléaire. Et ce qui est intéressant par rapport à cette affaire de Tchernobyl, c'est le rapport Loschak. Georges Loschak, il faut bien savoir qu'il était l'adjoint, le disciple de Louis de Broglie, qui est ancien prix Nobel de physique, qui a travaillé sur les électroaimants. Et donc, Georges Loschak a sorti un rapport avec des confrères soviétiques dans les années 2000, donc c'était des Russes de mémoire, où il met en lumière des anomalies à travers son rapport que vous pouvez retrouver sur Internet, estampillé, scientifique, tout ce que vous voulez. Et dans ce rapport, il souligne les anomalies où il explique qu'il y a des dizaines de tonnes d'uranium qui auraient disparu de la centrale après analyse, que des matériaux étrangers seraient apparus. Et il souligne également une autre anomalie scientifique que je vous laisserai découvrir dans le rapport, mais encore plus troublant. Il parle d'un faisceau de lumière au-dessus du réacteur 4 qui aurait été relevé. Et donc si on corrèle ce rapport Loschak, Loschak ne parle pas d'OVNI, mais si on corrèle ce rapport Loschak de quelques pages avec les témoignages de la Pravda parlait de centaines de témoins pendant 6 heures en train d'observer un OVNI au-dessus du réacteur 4. Et ça, c'est intéressant. Donc ça voudrait dire, potentiellement, si on corrèle le rapport Loschak avec les témoignages de la Pravda, qui parle d'un faisceau de lumière et d'un OVNI au-dessus du réacteur 4 pendant plusieurs heures, observé par une centaine de témoins, ça voudrait dire que potentiellement, un phénomène serait apparu et aurait limité les dégâts nucléaires autour de la centrale de Tchernobyl. Et peut-être qu'on ne serait pas là si cet objet n'était pas intervenu. Même événement dans le ciel de Fukushima au moment de la catastrophe que nous connaissons tous. Fukushima, c'est bien évidemment comme Tchernobyl une zone où il était difficile d'y accéder. Par contre, on retrouve notamment les grands médias de l'époque, comme 20 minutes, etc., avaient mis en lumière une vidéo où on observait un ovni
cylindrique traverser l'écran. Et après analyse, on n'a toujours pas d'explication. Il ne s'agit pas d'une anomalie d'image. Il n'y a pas d'autre explication possible. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le dernier documentaire Netflix qui s'appelle The Days, dans le dernier épisode, vous avez une séquence qui est juste incroyable où on explique que le réacteur s'est arrêté de manière inexplicable, sans qu'aucune intervention humaine n'ait normalement permis son arrêt. Et qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi et comment ce réacteur s'est arrêté. Dans la continuité, certains chercheurs estiment que les ovnis pourraient être porteurs d'une conscience écologique. Le nucléaire, au-delà de ses applications militaires, représente un danger environnemental majeur et les survols récurrents pourraient être interprétés comme un avertissement. Je pense qu'on a ces phénomènes qui, lorsqu'ils se présentent autour des sites pollués ou des sites nucléaires, n'a pas nécessairement pour destination l'observateur direct ou les observateurs qui sont en train de réaliser cette forme d'expérience extraordinaire. Non, plutôt, il y a un message très clairement politique et à destination des militaires derrière. Ce que l'on voit, c'est que quand il y a des phénomènes qui survolent le territoire français, en première ligne, on a le CNOA, qui est le Centre national d'observation et de surveillance de l'espace aérien français, et qui vont éventuellement envoyer des avions de chasse pour intercepter des phénomènes, et aussi sont en charge de surveiller les sites nucléaires avec des forces qui sont à terre. Donc, ce que l'on voit, c'est que s'il doit y avoir une observation sur des sites qui sont sensibles, c'est qu'effectivement, il y a une information très clairement côté militaire. Et donc, on a un niveau de communication qui est là. On a un deuxième niveau de communication qui semble cibler, elle, la population. Et on a parlé effectivement de l'apprentissage supervisé. Apprendre à l'homme la présence d'intelligence. Et ça, cette communication se fait à l'échelle de générations. Donc on a ces deux niveaux de communication qui sont quelque part doublés. Et c'est comme si, encore une fois, à chaque fois, on avait le phénomène qui économisait son énergie pour passer des messages à certains groupes de population. D'un côté, un message écologique, et ce message écologique, pour moi, il est très clair, il est faites attention à la planète, parce que certainement, et on peut l'imaginer, et je me pose à ce moment-là, plutôt en tant que conscience, homme du futur, et d'un point de vue de la survie de l'espèce humaine, si on veut participer demain peut-être à une forme d'intelligence collective, apporter quelque chose aux autres intelligences, il faut qu'on puisse survivre pour cela. Et pour pouvoir survivre, il faut qu'on préserve notre environnement. Et je pense que là, les intelligences mettent aussi le doigt là-dessus pour nous dire, attention, d'une certaine façon, ne déconnez pas. On serait peut-être prêt à agir, on vous surveille. Voilà, n'allez pas plus loin là, ou faites attention à ce que vous faites. Le fait troublant, c'est que des témoins de rencontres rapprochées rapportent des messages transmis par certains visiteurs, nous incitant à repenser notre rapport aux technologies destructrices et à la planète tout entière. Et les survols de sites nucléaires pourraient bien être une manière d'attirer notre attention sur les choix que nous faisons, qu'ils soient scientifiques ou écologiques. Encore plus marquant, en 2025 et depuis plusieurs semaines, dans un contexte mondial tendu où la menace d'une guerre nucléaire est réelle, des ovnis intriguent les habitants du New Jersey, aux États-Unis. Initialement observés dans le comté de Morris, ces phénomènes s'étendent désormais à 12 comtés, jusqu'à New York et Philadelphie. Les objets, décrits comme des drones de taille variable, restent non identifiés et impossibles à intercepter. Et le phénomène ne se limite pas aux États-Unis. 3 bases aériennes américaines en Grande-Bretagne ont signalé des incursions similaires, comme en Allemagne. Est-ce des drones ? Peut-on imaginer que cette affaire récente soit en lien avec tout ce que nous savons du sujet ? Rien n'est moins sûr. Au fond, sommes-nous simplement surveillés ou est-ce un avertissement pour notre avenir ? Donnez-nous vos avis en commentaire, mais il est vrai que le survol des installations nucléaires par des ovnis soulève des questions profondes.
Une chose semble certaine, ces apparitions défient notre conception de la réalité, elles ne sont pas anodines et souvent elles bousculent aussi nos propres cheminements intérieurs. Alors comment distinguer le vrai du faux dans les observations d'OVNI? Pourquoi ces manifestations semblent-elles évoluer dans le temps et refléter l'imaginaire collectif? Quelle est la part de vérité derrière les théories de dissimulation gouvernementale? Les preuves matérielles sont-elles suffisantes pour valider l'hypothèse extraterrestre? Comment les observations d'OVNI influencent-elles notre paradigme scientifique? Peut-on imaginer une réalité multidimensionnelle? Quand on est confronté au phénomène OVNI, il nous manque souvent quelques clés pour comprendre l'ampleur du sujet. C'est pourquoi avec Inexploré, on a souhaité vous proposer une odyssée unique en 5 grands modules composés de plusieurs heures de ressources en vidéo et en podcast avec des référents, des explorateurs de confiance que vous venez de découvrir à l'instant dans cette vidéo. Alors pour ne plus jamais dire que vous ne saviez pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, poursuivez l'aventure avec nous et sachez aussi que si vous connaissez déjà tout du sujet, vous pouvez offrir ce parcours initiatique en carte cadeau à vos amis ou à vos proches.